Mais c'est parti. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver ce soir pour partager un peu que je vais amener. Le rêve comme voie vers la voie imaginale. Je souriais tout à l'heure en disant que je trouve ça remarquable que ça vous ait pas effrayé comme titre ronflant de conférence. Mais je vais essayer d'être à la hauteur de ce que ça peut susciter. Euh, je vais vous partager en fait ce qui sont un peu les frontières de ma recherche actuellement dans le travail avec les rêves, dans quelque chose que j'appellerais plus de l'ordre de l'onirosophie, c'est-à-dire la sophia du rêve, la sagesse du rêve, que l'onirologie, la science du rêve qui prétendrait décortiquer le rêve, arriver à un avis définitif. Et en fait, à travers mon sujet, on va aborder la dimension mystique du rêve. Ou du moins de certains rêves, pas nécessairement de tous les rêves, mais de certains rêves qui semblent ouvrir une voie d'accès, encore une fois, vers un monde très mystérieux. Et en vous parlant de ces frontières de ma recherche, je vous présenterai en même temps les fondements, j'oserais dire, métapsychologiques de l'écoute intérieure des rêves, cette approche que j'ai présentée dans une précédente conférence le 27 septembre. Je l'ai présenté à ce moment-là d'une façon très pratique et là, je vais plutôt en présenter le champ d'exploration. Euh, les recherches que je veux vous partager s'appuient sur, je dirais, trois axes. Le premier, c'est une approche phénoménologique, c'est-à-dire que je m'intéresse aux phénomènes et aux phénomènes seulement. J'écarte a priori toute interprétation abstraite pour laisser autant que possible le phénomène parler par lui-même et en pariant sur le fait que le phénomène est la meilleure expression de ce qu'il cherche à signifier. Je développerai un peu tout à l'heure. C'est ce que disait Jung du rêve, que le rêve était la meilleure expression de ce que l'inconscient cherchait à dire à travers le rêve. On verra de quoi il est question avec ce fameux inconscient. Quand je parle de phénoménologie, pour pas nous embourber dans dans la philosophie, je parle pas du tout de la phénoménologie historique de Hegel et de ces gens-là. Je parle bien plus de l'approche de Heidegger, de Husserl, et on verra de Henri Corbin, hein, qui a été un admirateur d'Heidegger avant de s'ouvrir justement au monde imaginal dont on va parler. L'approche phénoménologique, elle nous interpelle avec les rêves parce qu'il y a des choses dans les rêves que la psychologie n'explique pas. Par exemple, quand on a des rêves avec des personnes décédées, il est extrêmement difficile d'interpréter ces rêves seulement, bien souvent, sur un plan psychologique et dans le sens d'une nostalgie de la personne décédée. Parce qu'il est bien courant qu'il se passe des choses qui sont hors de simplement l'explication qu'on pourrait donner à travers les complexes, la nostalgie, le souvenir des personnes. Il arrive même qu'il y ait des informations qui passent, qui n'étaient pas connues consciemment du rêveur ou de la rêveuse. Il est fréquent que des personnes décédées, par exemple, viennent voir les personnes qui sont en deuil et leur disent, mais tu vois, maintenant, tout va bien, tout va vraiment très bien pour moi. Sois tranquille. Maintenant, je continue mon chemin. Et la psychologie ne peut pas se réfugier derrière simplement la construction d'un espoir qu'on aurait, de savoir que simplement nos chers disparus sont bien. Il y a vraiment des choses interrogeantes. Un rêve qui nous servira, je dirais pas de fil conducteur, mais enfin qu'on retrouvera à un certain moment de mon exposé, et qui est un rêve qui introduit bien notre sujet, dans lequel une femme rêve qu'elle est au lit, et elle se réveille avec le sentiment d'une présence. Et au moment où elle ouvre les yeux, il y a en effet un beau jeune homme debout à côté du lit, penché vers elle, penché sur elle. Il est beau, m'a-t-elle dit, quand elle m'a partagé le rêve, comme un de ces anges de Botticelli. Euh, Il est habillé tout de blanc avec des tissus très légers qui ont l'air de flotter dans l'air.
il y a une lumière assez étonnante qui vient de la fenêtre. On dirait que c'est le printemps. En tout cas, la lumière est magnifique. Elle ressent un violent désir sexuel à regarder ce jeune homme, et alors elle se pousse un peu et entr'ouvre ses draps pour l'inviter à rejoindre dans le lit. Et alors, il se penche encore un peu plus, il l'embrasse sur le front et il se redresse et en souriant, il lui dit, les anges ne baissent pas. Et il s'évanouit dans la nuit. Et là, elle se réveille tout à fait, complètement choquée, complètement ébranlée. Il faut vous dire que ma rêveuse est une psychologue, départ, mais qui justement s'interroge sur les frontières qu'il peut y avoir dans les rêves que la psychologie n'explique pas. Un autre Un autre élément, par exemple, qui peut interpeller le phénoménologue des rêves, c'est un récit de Robert Moss dans son livre Les Iroquois et le rêve chamanique, quand il raconte que dans un certain nombre de ses rêves, pendant une certaine période, il entend parler une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, et dont il note des rudiments phonétiques. Il vit à ce moment-là dans la région de New York, si je ne me trompe pas. Et puis, à un moment, en discutant avec un Indien Mohawk, il partage des éléments de ses rêves. Il lui cite quelques-unes des bribes qu'il a retenues et son ami lui dit, mais ça, c'est de l'ancien Mohawk. Et il euh, admet la possibilité à partir de là de ce que serait cette femme qui vient à lui dans les rêves, cherche à lui dire quelque chose, il apprend des éléments de Mohawk et il comprend que c'est une femme qui vivait il y a 500 ans, qui était une Huron, qui avait été capturée par les Iroquois, les Odénosis, et qui était une rêveuse, qui avait été élevée comme une rêveuse, et à qui on avait demandé comme il y avait des rumeurs à propos de blancs qui s'approchaient, qui portaient des bâtons de feu et d'autres choses assez inquiétantes, à qui on avait demandé, ainsi qu'à d'autres rêveurs, de se projeter 500 ans en avant pour savoir qu'est-ce que deviendraient les Haudenosaunee, qu'est-ce que deviendraient les Iroquois dans 500 ans. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on est analyste de rêves et qu'on entend des rêves de cet ordre-là? Et tout le problème que nous pose la phénoménologie, soit on essaye de les réduire à une absurdité psychologique, mais ça fonctionne pas bien, soit on doit laisser ouvert pour que le phénomène nous parle. Alors heureusement, au-delà de la phénoménologie, on peut prendre deux autres points d'appui pris dans mes recherches. Le premier, c'est ce qui nous vient de l'anthropologie des peuples premiers. Je pense en particulier à une auteure qui s'appelle Nastasia Martin, mais il y a aussi un certain Stepanov, qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle Voyage dans l'invisible, ou un autre livre que j'ai sous la main qui s'appelle Dream Seekers et qui nous parle des traditions du rêve chez les Amérindiens des plaines. Je mentionnais Nastasia Martin, elle va m'inspirer tout particulièrement dans cette conférence, tout particulièrement avec son dernier livre que je montre rapidement, À l'Est des rêves, tout simplement remarquable. Nastasia Martin a publié auparavant un autre livre qui s'appelait Croire aux fauves et dans lequel elle raconte sa rencontre impromptue avec un ours qui lui a quand même déchiré le visage. Mais ce que lui ont dit à ce moment-là, ses correspondants du peuple premier, ils ont dit, mais en fait, l'ours est venu à toi parce que tu as rêvé de l'ours. Parce que l'ours t'a rêvé et tu as rêvé l'ours. Votre rencontre était inévitable. Évidemment, c'est une rencontre un petit peu difficile pour l'anthropologue, mais ça faisait partie visiblement du travail avec le rêve. Et dans l'Est des rêves, elle nous parle de son étude au Kamtchatka, d'un groupement de personnes qui, quand en 1989, l'URSS s'est cassé la figure, ont choisi de rejoindre la forêt et de tenter de retrouver leur façon traditionnelle de vivre, hein, de chasse et de pêche. Sa correspondante, Anastasia Martin, s'appelle Daria, enfin, c'est sa correspondante de terrain, c'est son principale interlocutrice, et lui raconte que pendant des années, avant de choisir de retourner à la forêt, elle rêvait
qu'elle fermait les yeux, elle voyait la rivière, la berge, la toundra, la clairière, les cabanes, la tienne, sa fumée, la forêt autour. Et, disait-elle, je me réveillais les larmes aux yeux, je pensais à tout ce que j'avais perdu et qui ne serait plus. La forêt appelait. Et Nastasia Martin dit, en fait, toute la différence entre ces gens et nous, c'est que eux, ils prennent leurs rêves assez au sérieux pour les vivre. Et un jour, en effet, Daria a décidé de retourner à la forêt avec toute sa famille. Le rêve s'est d'une certaine façon concrétisé. Un peu plus loin dans le livre, on a cet élément qui est tellement significatif qu'on retrouve dans beaucoup de récits d'anthropologie, où Daria va pêcher des truites. Elle dit, cette nuit, je les ai vues, elles m'ont parlé, elles m'ont dit l'endroit où elles allaient être. J'ai su qu'elles allaient se donner. Alors je me suis dépêché. Je suis allé à l'endroit que j'ai vu en rêve. Et elles sont venues presque tout de suite. Le même jour où elle revient avec ses truites arc-en-ciel et où elle raconte ça à Anastasia, il y a un autre, Evan, qui est sur le campement, qui lui aussi va pêcher. Et il revient bredouille. Et il se fait apostropher en revenant. Daria lui lance, mais tu es né hier ou quoi? Tu sais bien que ça sert à rien d'y aller si tu n'as rien vu la nuit. On a toute leur relation au rêve qui est là. Les truites se donnent. Les truites se donnent et elles appellent. Elles préviennent de l'endroit où on pourra aller pêcher. Et aller pêcher à la façon d'un occidental qui dit moi, je vais là aujourd'hui, peu importe si j'ai eu un rêve ou pas. Ça ne fonctionne pas dans leur cosmographie, dans leur vision du rêve. Donc, je serais très inspiré aujourd'hui. On fera tout un détour par les peuples premiers, ce que nous apprend l'anthropologie, parce que on opère d'une certaine façon un retour aux sources du rêve en, en écoutant ces peuples premiers. Mais on ne va pas rester simplement aux sources, on va aller beaucoup plus loin. On va aller plus loin, à mon avis, que ce que n'a jamais envisagé la psychologie occidentale, même si Carl Jung a ouvert des portes dans ce sens. On va aller vers le monde imaginal qu'a décrit Henri Corbin. Henri Corbin, c'est un philosophe, un orientaliste, qui est né en 1903, qui est mort en 1978, et qui a consacré sa vie, on pourrait dire, à retrouver l'Orient de l'âme, l'orientation intérieure qui pouvait redonner sens peut-être à nos façons de vivre. Et il a développé le concept du monde imaginal par opposition à l'imaginaire. L'imaginaire, par définition, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité, c'est quelque chose qui est juste dans notre tête. Hein. C'est la façon dont notre moi, notre ego peut se reformuler les choses à partir des éléments connus. En tout cas, c'est comme ça que notre culture envisage l'imaginaire. Ça n'a pas de réalité. Et Henri Corbin a éprouvé le besoin de forger la notion d'imaginal pour mettre en lumière que euh, les anciens mystiques, en particulier dans l'islam soufi et chiite, décrivaient un monde d'images vivant, un monde aussi réel que notre monde, le monde imaginal. Et que le point important était d'accorder de la réalité à ces images pour pouvoir rentrer en relation avec elles. Ce monde de l'imaginal est conçu comme un intermédiaire entre le monde sensible, le monde donc matériel, le monde du corps, et le monde des idées, le monde de l'esprit pur, le monde de l'intelligence absolue. Et pour être plus exact, il est ce monde qui permet le passage de l'un à l'autre. C'est le monde médian, c'est le monde médiateur entre les deux. Il est très lié dans la littérature mystique au domaine des morts, justement. C'est un peu le point de passage euh, des vivants qui décèdent vers d'autres espaces, mais aussi des personnes décédées qui veulent venir nous voir. C'est le monde dans lequel vivent des figures fantastiques comme les licornes, les dragons et les djinns. C'est un monde
qu'habitent d'anciens maîtres spirituels disparus depuis très longtemps et qui sont encore là, qui viennent voir leurs disciples. C'est un monde dans lequel euh, il y a des cités merveilleuses, des déserts extraordinaires, des forêts sublimes. C'est un monde bien plus gigantesque que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, Henri Corbin a en particulier écrit un livre énormément inspiré, qui est un sujet d'étude pour moi, qui s'appelle L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, et où il développe justement toute cette relation au monde imaginal. Cette conférence est un peu le produit de ma digestion tout à fait provisoire de ce livre et de quelques écrits d'Henri Corbin. Euh, Sachant que Henri Corbin et Jung se sont rencontrés et ont dialogué. Ils se sont rencontrés en particulier aux rencontres d'Ascona, en fait ce qu'on appelait les rencontres d'Eranos, qui se déroulaient à Ascona en Suisse, où tous les ans, les grands esprits de leur époque, dans les années 40, fin des années 40, 50, 60, se réunissaient et discutaient ouvertement, à bâton rompu, de questions gravissimes autour de la relation à l'âme, la mystique, la perte de sens. C'était un espace complètement protégé où ils pouvaient parler sans aucune crainte d'être mal compris, mal interprété, parce que leur texte n'était pas rendu public, ce qu'ils disaient là n'était pas rendu public avant qu'ils le veuillent. Ça restait complètement privé et ça a été un lieu d'échange extraordinaire. On sait que Corbin et Jung se sont rencontrés là. On ne sait pas tout de leur discussion. On sait qu'il y a eu une profonde complicité, une profonde amitié qui s'est développée entre les deux hommes, comme si en fait le psychologue et le métaphysicien abordaient chacun euh, le même domaine par une phase différente, la même montagne par une phase différente, en même avec cependant des différences marquées. Et cet exposé que je vais vous faire doit beaucoup à un article, une conférence en fait qu'a donné docteur Alexandre Hamadi, psychiatre de Genève, qui au cours des communications de la 7e journée à Henri Corbin a parlé de Carl Gustav Jung, Henri Corbin, monde de l'inconscient et monde imaginal. C'est une conférence que vous pouvez regarder, si je ne me trompe pas, sur Backlist TV, mais il y a aussi un article que vous pouvez trouver. Le texte de sa conférence est disponible sur Internet. Et sincèrement, c'est un des articles les plus remarquables que j'ai lus dans les 10 dernières années sur les sujets qui nous intéressent ici, sur l'âme, sur la relation à l'âme. De quoi parle-t-on finalement? Quel est notre point de départ pour aborder ces questions autour du monde imaginal? Hein, je vous ai brossé le tableau large de la méthodologie et des sources en espérant que ça vous permettra d'approfondir si le sujet vous intéresse. Mais notre point de départ, c'est un constat quand même assez négatif, si ce n'est même pessimiste. C'est le constat d'un enfermement dans le modèle psychologique occidental du rêve. Dans ce modèle occidental psychologique, le rêve est réduit à quelque chose qui se passe dans notre tête, sans aucun lien avec les autres, sans aucun lien avec l'environnement, sans aucun lien avec l'univers, sans aucun lien avec des dimensions inconnues du réel. C'est juste quelque chose qui se passe sous le chapeau, dans le bocal, entre nos deux oreilles. À travers ce modèle, nous sommes séparés, nous sommes coupés de l'univers vivant. En fait, nous vivons même, pour ainsi dire, au-delà du modèle psychologique du rêve. Euh, pour reprendre les mots de Fabrice Midal, nous vivons dans la légende d'un monde mort. Nous vivons dans la légende d'un univers qui serait complètement mort. Comprenez, au-delà des êtres humains, il n'y a rien qui soit intelligent, et au-delà de la Terre, la biosphère qui a permis aux êtres humains d'exister, il n'y a qu'un immense espace vide euh, qui, qui résonne d'une absence de vie, qui résonne de mort. Et tout notre univers, dans cette perspective, est juste mort. C'est ça le modèle dans lequel nous vivons et c'est ça le modèle dans lequel nous rêvons. Euh, du coup, ce que les anciens appelaient l'âme, et on reviendra sur ce que ça peut vouloir dire,
dire, est réduite à l'inconscient. Et l'inconscient lui-même est réduit dans une définition tout à fait restreinte de l'inconscient. On y reviendra précisément, une définition de l'inconscient qui se réduit à quelque chose qui serait entre nos deux oreilles, dans notre tête, sans aucun contact direct avec ce qui nous environne. Tout au plus emmagasinerait-il des mémoires de ce qui nous est arrivé et de ce qu'il perçoit de façon subliminale de notre environnement. D'emblée, quand on pose le fait que nous sommes enfermés dans un modèle psychologique occidental, essentiellement, j'insiste sur l'occidental parce que il y a encore aujourd'hui d'autres façons de comprendre le rêve. Et je me souviens en particulier d'un échange, partage qu'avait fait une de mes collègues, Annie, interprète de rêve, qui nous avait parlé, si je ne me trompe pas, de sa discussion avec un pygmée à propos du rêve. Et ce pygmée lui avait dit, mais ce que vous faites avec le rêve, c'est terrible. C'est une mutilation, c'est une catastrophe. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi dans la bouche d'Amérindiens. Ce que vous faites au rêve, c'est une mutilation. C'est comme ça qu'ils percevaient notre façon d'interpréter les rêves selon le modèle psychologique. Et justement, la prise de conscience de cet enfermement nous oblige, selon moi, à aller au-delà de l'interprétation du rêve. Au-delà de l'interprétation du rêve, parce que nous devons accepter que l'interprétation que nous donnerons d'un rêve est toujours conditionnée à un modèle plus ou moins implicite du rêve, de la vie, de l'être humain, de la psyché, et que finalement cette interprétation ne pourra pas dépasser les frontières du connu. Et cette interprétation sera obligée de reformuler les choses dans les termes de notre langage et donc de notre système de référence. Et à partir de là, nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin que ce que notre système de référence nous permet d'envisager. Le comble du piège de l'interprétation du rêve tel que nous le vivons actuellement en Occident, c'est peut-être Monsieur Freud qui l'a le mieux formalisé. Euh, Encore une fois, ça ne concerne pas nécessairement tous les Freudiens, ça concerne peut-être une vision restreinte du freudisme, mais c'est l'opposition entre le manifeste et le latent du rêve. C'est-à-dire que le rêve aurait une dimension manifeste à travers ces images, mais il cache quelque chose d'autre, qui est le latent, ce qui est latent derrière le rêve. Et du coup, le rêve est regardé comme une manifestation déguisée du refoulé, du déplacé, de l'inconscient. Ce qui entraîne une attitude de suspicion à l'égard des images du rêve, qui sont là pour nous tromper, pour nous détourner de ce qu'elles veulent vraiment dire. Du coup, quand on part avec ce point de vue-là, on donne plus d'attention à la théorie qu'on cherche à justifier, qu'on cherche à retrouver, qu'au rêve lui-même et qu'à ce qu'il semble dire. Or, le comble, c'est que cette théorie, cette approche du rêve est aussi conçue comme étant universelle, valable pour tous les hommes, pour tous les êtres humains, pour toutes les cultures. Et dans cette universalité, elle nie totalement la singularité, le particulier, le ressenti, toutes les variations culturelles qu'il peut y avoir, toutes les variations d'expérience. Elle nie l'individu et même l'unicité du rêve. De mon point de vue, c'est un comble, mais c'est un comble qu'on retrouve chez les Jungiens, qui font souvent pas mieux en appliquant des schémas prédéfinis de fonctionnement, d'archétypes. C'est l'interpellation du soi qui d'ailleurs peut s'entendre assez souvent comme une régurgitation de monothéisme qui revient. C'est ce qui avait complètement mis en colère James Hillman, qui du coup a opposé à ça un polythéisme de l'âme, disant que le Jung n'avait pas élaboré le concept du soi pour qu'on réintroduise le bon vieux Dieu monothéiste par la petite fenêtre. Quoi qu'il en soit, on en revient toujours au lead procuste de la théorie, c'est-à-dire que le rêve, quand il est mis dans une théorie pour être interprété,
soit il faut l'étirer pour qu'il soit assez grand pour tenir dans la théorie, soit il faut le raboter pour qu'il rentre dans le petit lit de la théorie. Mais c'est plus le rêve qu'on écoute, c'est la théorie à travers le rêve. J'en ai eu un jour un beau témoignage avec une femme qui est venue me voir et qui avait une image de rêve qu'elle voulait me partager. C'était important pour elle, elle voulait rien discuter d'autre avant d'avoir discuté cette image de rêve. Et cette image de rêve, c'était un arbre qui était au sommet d'une colline et qui était tout seul. C'était complètement désolé, c'était un espace complètement désolé. C'était l'hiver, visiblement, et cependant, il y avait une très belle pleine lune qui se levait derrière l'arbre. Et quand je lui ai demandé, sans lui proposer aucune théorie, simplement, qu'est-ce qu'il ressentait l'arbre? Là, elle s'est mise à fondre en larmes. Et là, elle m'a dit que l'arbre était seul, que l'arbre avait froid, que l'arbre était complètement glacé de froid, mais qu'il tenait bon dans sa solitude au sommet de la colline, parce qu'il avait une vision large en haut de sa colline. Et elle a pleuré sans discontinuer pendant 5 minutes. Quand ses larmes se sont calmées, on a repris la discussion et elle m'a expliqué qu'elle avait travaillé pendant longtemps avec un thérapeute d'obédience freudienne qui avait absolument tenu à lui expliquer que son arbre, c'était une envie de pénis. Et qui n'en démordait pas. Ce rêve, c'était un rêve d'envie de pénis et que son refus d'entendre ce dont il parlait, c'était un pénis qui se battait contre lui, qui affirmait la vérité de la théorie. Alors, elle a quitté ce thérapeute et elle s'est tournée vers un autre thérapeute jungien dont lui avait parlé une de ses amies. Et quand elle a raconté son rêve à ce thérapeute jungien, celui-là a tout sauté et a dit « Oh, quel beau symbole d'individuation !» Et il a commencé à développer le fait que l'arbre était un symbole parfaitement connu de l'individuation et que quand même, ce qu'il fallait s'inquiéter que cet arbre n'ait pas de feuilles et voilà, qu'il fallait prendre soin de son individuation, que son individuation était en souffrance, mais qu'heureusement, il y avait la pleine lune, la grande mer qui était en train de briller sur elle. Elle s'est sentie aussi perdue que face à l'envie de pénis du premier camarade. Elle s'est sentie tout aussi perdue parce qu'elle s'est trouvée dans un cas comme dans l'autre devant quelque chose qui était plaqué sur son rêve. Et ce dont elle avait besoin, en réalité, c'était de contacter le ressenti du rêve, qui était clairement un ressenti de solitude qui se vivait profondément et qui se vivait depuis longtemps, qu'elle avait déjà identifié, mais qui s'affirmait d'une façon extrêmement claire aussi, et c'était l'apport du rêve, dans la perspective que ça lui ouvrait. C'était au sommet d'une colline, et là, il y avait une belle lumière, la lumière de la lune, qui lui permettait de voir quelque chose de beau. C'est une personne qui est devenue aujourd'hui une analyste de rêve excellente, qui travaille essentiellement avec le ressenti. Mais ça a été un moment clé dans son parcours pour se débarrasser des théories qui l'embarrassaient dans son propre cheminement. Alors, moi, avec les théories, j'aime repenser à ce que disait Christian Singer, ou Singer, moi, je préfère que Singer, ça veut dire que c'est la chanteuse, et qui nous disait que les dieux se rient de nos théories. Mais une des grandes questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une époque, un temps, peut-être mythique, où chez nous aussi, les dieux marchaient sur terre et ils parlaient dans les rêves. Ils parlaient aux êtres humains, ils parlaient à travers les animaux. On y rencontrait dans ces rêves, on y rencontrait des anges, des dragons, il y avait des révélations, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Quand on a interrogé Jung là-dessus, il disait oh, plus personne ne se penche assez bas pour entendre. C'est peut-être un des éléments de réponse. Mais dans la Bible, par exemple, il y avait des rêves prophétiques. Dieu parlait aux êtres humains. On avait ce qu'on appelait les somnia missa deo, c'est-à-dire les songes qui étaient des missives divines. Les missives se sont perdus.
on n'est pas obligé de rester dans le contexte de la Bible. L'Odyssée, par exemple, nous parle de deux portes par lesquelles les rêves parviennent aux êtres humains. Il y a la porte de corne, par laquelle passent les rêves véridiques, les rêves qui sont prémonitoires, les rêves qui enseignent quelque chose, les rêves qu'envoient les dieux. Et puis, il y a la porte d'ivoire, où ce sont les rêves trompeurs, les rêves illusoires qui parviennent aux êtres humains. Et tout l'art de l'interprète de rêve est d'apprendre à distinguer entre les rêves qui viennent par la porte de corne et les rêves qui viennent par la porte d'ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Nastasia Martin en parle bien dans son livre où elle refait un peu le chemin du rêve, en nous disant d'ailleurs qu'avant, on ne parlait pas tant de rêve, on parlait de songe. Le rêve était quelque chose de bien plus spécifique qui a été après, comment dire, élargi à l'ensemble des songes. Euh, et ce qu'elle pointe, c'est que nous sommes les héritiers d'une tradition dans laquelle rêve et réalité ont été progressivement conçus comme deux sphères séparées et hiérarchisables en importance. En fait, la réalité, n'est-ce pas, dans notre monde, est beaucoup plus importante que le rêve. Ce n'est qu'un rêve, dira-t-on. Pour reprendre titre d'un article qui m'avait beaucoup interpellé, qui disait que nous sommes dans un waking-centric world, c'est-à-dire nous sommes dans un monde centré sur la conscience ordinaire. Ce qui, d'un point de vue traditionnel, est une aberration. Quand on pense, par exemple, que pour l'Inde classique, la conscience ordinaire n'est que une toute petite composante d'un ensemble bien plus large qui inclut le sommeil profond, le domaine, l'océan du rêve et Turiya, la quatrième conscience, la conscience éveillée qui englobe tout. C'est comme si nous étions limités à la surface des choses. On y reviendra justement à travers la vision des peuples premiers. Cette tradition, elle repose sur deux grands penseurs qui ont influencé notre culture, en particulier Aristote, pour qui les images nocturnes, les fantasia, sont simplement le reflet de nos préoccupations mondaines, les reflets du monde, des projections. En fait, c'est un psychologue avant l'heure. Il a compris que, dans une grande mesure, les rêves, de nombreux rêves, reflètent simplement des projections de la psyché, des relations avec le monde. Le problème, c'est qu'il restreint tous les rêves à n'être que des fantasias. Du coup, les rêves dérivent de la réalité, mais ne sont pas la réalité, n'ont plus aucune valeur de réalité. Un autre penseur qui a été décisif dans notre culture, c'est Descartes. Descartes, dont vous vous souvenez comment il a séparé l'âme et le corps, et qui produit une explication du rêve dans son traité sur l'homme. D'une façon très intéressante, il attribue le rêve à la glande pinéale et il y voit un phénomène intégralement psychique produit par la glande pinéale à partir des impressions diurnes et qu'on pourrait analyser de façon mécanique. Pour lui, au fond, si on était capable de comprendre comment la glande pinéale a été influencée par les sens pendant la journée, on aurait une explication du rêve de la nuit. Jusque-là, l'âme était conçue comme sortant du corps pendant les songes et voyageant bien souvent, allant en d'autres lieux, allant recueillir des informations, aller rencontrer des gens. Maintenant, si elle voyage à partir d'Aristote et de Descartes, ce n'est plus que métaphorique. Et en fait, dès Aristote et Descartes, les rêves ne sont plus porteurs d'informations utiles, objectives. Ils ne sont plus porteurs de connaissances. Sauf pour la personne qui pratique l'introspection et qui étudie ses propres projections, qui étudie son rapport au monde à travers ses rêves projectifs. Cependant, les ethnographes du 19e siècle ont commencé à revaloriser les rêves à travers les récits qu'ils ont recueillis. En particulier, un certain Taylor a commencé à élaborer toute une théorie sur l'origine de l'âme à partir des récits de rêves qu'il recueillait.
Et pour lui, l'origine de l'âme ressortait de l'écoute des rêves des peuples premiers, et il en faisait le fondement de la religion. Euh, il arrivait à la conclusion que, au fond, la première intuition de ce qu'il y avait autre chose qui pouvait mériter la construction d'un système religieux et mythique, c'était les rêves. La constante qu'ont dégagée les ethnographes du XIXe siècle, la constante qu'on pourrait qualifier d'animiste, c'est que l'âme est indépendante du corps et qu'elle n'est pas seulement humaine, ce qui allait complètement à contrario de tout le parcours de notre civilisation qui, je vous le rappelle, a longtemps discuté de savoir si non seulement l'âme était humaine, ça, on n'en est pas encore sorti, mais déjà même de savoir si les femmes avaient une âme. Donc, comme l'âme a fini quasiment par être monopolisée par le clergé, on était loin d'envisager qu'autre chose puisse avoir une âme. Or, dans l'animisme, l'âme, elle est minérale, elle est végétale, elle est animale, elle est dans le vent, elle est dans les rivières, elle est dans le ciel. Elle est partout, l'âme. Ce qui rejoint en fait un concept que Jung a redécouvert chez ses chers alchimistes, qui était celui de l'âme du monde, l'anima mundi, l'âme du grand tout, là, qui se manifeste partout. C'est un peu le choc qu'a reçu la culture occidentale à travers les ethnographes au XIXe siècle, c'est de reprendre contact avec cette notion d'âme, mais elle a été très vite critiquée, recouverte, dévalorisée. En particulier, trois angles critiques qui méritent attention. Il y a Durkheim qui a critiqué Tyler en disant qu'on ne pouvait pas fonder la vie religieuse sur les rêves. Voyons, ça voudrait dire que toutes nos religions sont fondées sur l'imagination et sur le rêve, mais ça ne tient pas debout. Voyons, derrière ça, il cherchait absolument un fondement rationnel. Euh, en gardant simplement, en essayant de sauver le bébé religieux quelque part du rêve. Il y a Gesarheim qui était psychanalyste et qui, lui, a systématisé euh, toute la notion du rêve égal des pulsions infantiles, des pulsions sexuelles refoulées, et tenté de le généraliser à tous les rêves, justement, rapportés par les ethnographes, sans bien y arriver. Et puis, il y a un autre angle qui est assez intéressant, c'est l'angle de Franz Boas, le fondateur de l'anthropologie américaine, on pourrait dire, euh, qui s'est intéressé aux rêves, aux visions en tant que reflétant des traits et des patterns culturels. Et du coup, le contenu propre des rêves était complètement ignoré. Alors à partir de là, on pouvait se livrer à de savants discours sur les rêves en les disséquant en termes de traits culturels, sans plus du tout s'intéresser à leur contenu. Et du coup, à partir de là, dès avant, mais tout particulièrement à partir de ces critiques rationnelles, euh, la poésie est devenue le seul refuge du rêve. La poésie, au sens large, Shakespeare nous disait déjà que nous sommes faits de la même étoffe que les rêves. Il avait une certaine intuition que le poète, le littérateur était capable toujours de nous ramener. Mais qui ont développé beaucoup les romantiques, etc. Et qui étaient évidemment l'objet de critiques par le rationalisme, comme n'ayant pas plus de valeur que le rêve. Tout ça, c'est des fantaisies. Cependant, euh, si on prend un peu appui sur les observations ethnographiques, par exemple Nastasia Martin chez les Even, on a quelque chose qui ressort, qui à partir de là est extrêmement intéressant, qui est comme le portrait en négatif de tout ce que nous avons perdu à propos du rêve. À commencer par le fait que pour les Even et pour tous les peuples premiers, il n'y a pas de séparation stricte entre les événements diurnes et les événements du rêve. Il y a une continuité. Ce sont des événements de vie qui affectent l'individu et un événement nocturne du rêve peut avoir autant d'impact qu'un événement vécu dans la journée. Le comble de cette attitude étant chez la population un peu mythique des Sénoïs, où si quelqu'un vous faisait un cadeau, par exemple en rêve, dit-on, parce qu'il y a des controverses autour de ça, vous étiez tenu de faire un cadeau en retour à cette personne dans la vie diurne. Mais on a d'innombrables exemples de ce genre de choses. Par exemple, chez les Iroquois,
les décisions de chasse, les décisions de guerre étaient prises à partir des rêves, d'où la demande faite à la jeune femme, à la jeune rêveuse qu'a rencontré Robert Moss. Et les prêtres qui sont allés évangéliser pour la première fois les Odénocies, les Iroquois, désespéraient. On a des lettres absolument remarquables de prêtres disant à leur hiérarchie, on leur parle de Jésus-Christ, mais ils ont un Dieu, le rêve, et ce rêve leur parle. Tandis que nous, on n'arrive pas à faire parler Jésus-Christ. Un petit peu d'humour quand même, les jésuites à l'époque. Et le même jésuite d'être complètement effaré parce qu'un homme avait rêvé qu'il épousait les deux filles du chef, et la communauté ayant écouté le rêve, ayant discuté abondamment de comment il fallait comprendre le rêve, décide qu'il fallait donner suite à ce rêve, visiblement avec l'accord des demoiselles qui étaient tout à fait intéressées. Mais le rêve était assez pris au sérieux pour orienter la vie de la communauté. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques du rêve chez les peuples premiers. Il ne concerne pas que l'individu, il concerne l'ensemble de la communauté et bien souvent le rêveur va chercher des informations qui sont valables pour euh, l'ensemble de son groupe. Ils ont relativement peu d'intérêt pour ce qu'on peut appeler les rêves projectifs. C'est-à-dire que justement, les rêves qui, eux, nous semblent particulièrement intéressants à nous, parce qu'ils sont l'occasion de nous gratter le nombril et de comprendre pourquoi on a des problèmes de relations, d'adaptation, etc., leur semblent tout à fait mineurs. Euh, Sinon, en tant que signe d'événements à venir, signe de conflits qu'il faut prévenir, d'anticipation. Euh, Ce qui les intéresse vraiment, c'est les rêves dans lesquels ils communiquent avec des animaux, avec les éléments, avec les âmes des morts, ce qu'on appelle les rêves animiques ou encore les rêves de rencontre, qui sont en particulier très utiles dans les pratiques de chasse. On en a vu un exemple avec Daria tout à l'heure à l'empêcher, mais qui, au fond, constituent le substrat d'information dont les peuples premiers ont besoin pour s'adapter à leur environnement. Euh, Ils sont conscients que ils ont relativement peu d'informations, même s'ils sont quand même beaucoup mieux informés que nous sur l'évolution de la faune, la flore qui les environne, parce qu'ils sont capables de reconnaître les traces, ils sont capables de reconnaître, mais ils sont conscients qu'il y a plein de choses subtiles qui leur échappent, et ils prient le feu, le vent, la rivière, les animaux, de les informer. J'ai à un moment relevé un très bel exemple où Daria raconte à Anastasia Martin qu'elle a, je crois que c'est le début de l'automne, et qu'elle a volé avec les oies. Les oies sont parties et elle est allée voler avec elles. Et puis elle est revenue. Et elle sait, maintenant c'est le moment de se préparer à l'hiver, le temps va changer. Le temps n'a pas encore changé. Ils n'ont pas de service météo pour leur dire que le temps va changer, mais ils se préparent tout de suite au changement. Les exemples sont innombrables, c'est vraiment une forme très très fine de perception de l'environnement qui se déroule à travers ces rêves en gros. En fait, le rapport est inversé chez les peuples premiers. Nous accordons beaucoup d'importance à la conscience ordinaire, et pour eux, la conscience ordinaire est simplement un rêve que nous partageons tous. C'est la surface d'un oignon qui serait constitué de couches de rêves. C'est un rêve qui est gelé dans l'illusion de ce qu'il y aurait quelque chose de solide, alors que tout est en réalité fluide, énergie. Et à un certain niveau, les peuples premiers chamaniques, il n'y a rien qui advient dans ce monde de la surface, comme ils appellent notre réalité ordinaire, qui n'ait d'abord été rêvé. Donc tout l'art du rêveur est d'être capable de retrouver le rêve d'origine aux événements qui arrivent pour savoir comment se comporter. Et si on doit essayer d'y changer quelque chose, ce n'est pas en agissant sur les choses, c'est en essayant de rentrer en relation avec le rêve d'origine qu'on va y parvenir. En bref, philosophiquement, on peut dire que le monde du rêve a une très forte priorité ontologique sur notre monde. Il est considéré comme étant réel.
aussi réels, sinon même plus réels que notre monde. Au fond, ils arrivent à une conclusion que nos neurologues ont soulignée, c'est que euh, notre relation à la réalité ordinaire est constituée d'images qui sont constituées par notre cerveau, avec les mêmes centres neurologiques que les centres qui produisent des images pendant les rêves. Et ils ne sont pas dupes, d'une certaine façon, de ces images que nous vivons dans la réalité ordinaire. Ils ne leur accordent pas plus d'importance que les images des rêves, et par contre, ils accordent de l'importance à ce qui se manifeste dans le rêve. Donc, j'en reviens au fait qu'il n'y a pas de séparation absolue entre le monde du rêve et le monde de la réalité ordinaire, et que, du coup, le rêve est une source primaire de connaissance. Et chez les Amérindiens, c'est même une source primaire de pouvoir personnel, c'est-à-dire que la compréhension du rêve donne un pouvoir personnel au rêveur sur son existence, une capacité à choisir et une capacité à faire manifester sa volonté. Mais pour rentrer dans les états de conscience élargis, on pourrait dire, qui permettent d'entendre le rêve, il faut procéder à la suspension de la conscience ordinaire. Il faut procéder à la suspension du mental, qui reconduit toujours notre monde ordinaire comme étant la seule réalité. Donc ça, c'est vraiment un des traits communs de toutes les cultures premières dans la relation au rêve. Et à partir de là, le rêve est considéré comme informant notre vie, et entendez bien dans informer. In formare, formant de l'intérieur, c'est-à-dire venant créer notre rêve de l'intérieur, et il dévoile un ordre non apparent des choses, un ordre non manifesté. On verra que tout à l'heure, en parlant du monde imaginal, que justement, ce monde imaginal s'intéresse, enfin, pourrait bien être le monde non apparent de choses, le monde caché derrière les apparences de la réalité ordinaire. Ce n'est pas sans évoquer ce que disent certains de nos physiciens aujourd'hui, je pense entre autres à David Bohm, qui parle de l'ordre implicite de l'univers, tandis que nous serions dans l'ordre explicite de l'univers et qu'il y aurait une relation toujours entre ces deux. Le challenge du rêveur dans ce contexte-là, le challenge du rêveur est d'unifier, de développer une continuité de sens entre les mondes. Le travail du rêveur est d'être capable de relier avec toujours plus de sens les deux mondes qui ne sont pas séparés. Et c'est peut-être justement à ça que va nous servir le contact avec le monde imaginal. Alors, on est face à deux points de vue qui sont irréconciliables, sont vraiment deux polarités dans la vision du rêve. Aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que je m'interroge vraiment sur essayer de savoir lequel est le plus viable, non pas simplement du point de vue psychologique, mais je dirais du point de vue éco-psychologique. Quand nous considérons où elle nous a entraîné notre rationalité dans le rapport à la nature, on peut se demander s'il n'y a pas urgence à ce que nous soyons capables aujourd'hui de retrouver des canaux d'accès pour entendre ce que les animaux, les rochers, euh, le vent et toutes sortes de non-humains pourraient nous dire pour nous aider à nous sortir du mauvais pas dans lequel nous nous sommes fourrés avec notre civilisation techno-industrielle. Comment retrouver pied dans le monde naturel sans l'aide du monde naturel? C'est un des sens que peut avoir pour moi le travail avec le rêve. Pour terminer avec ces notions, je voudrais signaler que du point de vue moderne, en fait, on est pris dans un biais rationnel qui fait que le rêve est toujours l'expression précisément d'un mental pré-rationnel, c'est-à-dire de l'enfant ou d'une mentalité qui est dite primitive, qui est justement ramenée à l'équivalent de l'enfance. Or, en contrepoint de ça, et c'est là qu'on voit vraiment les deux points de vue s'opposer, euh, du point de vue des peuples premiers, le rêve ne peut pas être réduit à simplement une explication psychologique. Les rêves et les visions sont reconnus comme des rencontres avec une dimension ayant une réalité, des sources mythiques de connaissances. La dimension mythique est très importante. Et à partir de là, le travail avec le rêve implique une attitude religieuse, au sens de se relier à quelque chose de plus vaste
quelque chose de plus grand, irréductible à un modèle psychologique. Ou en termes modernes, on pourrait dire une approche transrationnelle. C'est Ken Wilber qui a amené cette distinction extrêmement importante où il montre qu'en fait, là où le rationnel prétend ne voir que du pré-rationnel dans un certain nombre de choses, on peut peut-être voir aussi du transrationnel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la raison. Par exemple, dans les synchronicités, il y a quelque chose que la raison ne peut pas s'expliquer et qui cependant fait sens et qui serait transrationnel. C'est un sujet très vaste, mais je vous l'indique comme une direction que vous pouvez fouiller si vous voulez mieux comprendre comment sortir de ce piège de la pré-rationalité dans lequel beaucoup de choses sont enfermées par notre rationalité, la vision transrationnelle des choses. Un exemple, Euh, une rêveuse récemment m'a partagé un très beau rêve dans lequel elle était sur un traîneau euh, en train de traverser un paysage de neige, de glace, qui lui était pas du tout familier. Et ce traîneau était tiré par un chien. Il se passait différentes choses sur lesquelles je reviendrai pas, mais à la fin du rêve, elle revenait à ce chien qui tout d'un coup s'imposait comme vraiment le personnage central du rêve. Et là, elle me dit, je suis dans cette forêt, le chien qui tire le traîneau, le chien loup, c'est vraiment un chien loup très spécial. Il a beaucoup de valeur, il est très intelligent, il est très fort, il connaît la route. Je dois prendre soin de lui, il pourrait attirer la convoitise d'autres gens, il faut que je le protège. Alors là, tout d'un coup, le rêve s'est cristallisé autour d'une présence, d'une rencontre. Et on est allé à, à cette rencontre en écoute intérieure. Et tout de suite, au lieu de considérer que euh, le chien loup était simplement quelque chose qui était dans sa tête, euh, je lui ai demandé d'abord comment elle se sentait en présence de ce chien loup. Et ce chien loup lui communiquait une assurance, une présence qui était forte. Et puis, je l'ai invitée à imaginer qu'elle était dans l'énergie du chien loup. Parce qu'au fond, nous sommes dans les énergies archétypiques bien plus qu'elles ne sont en nous. Et on va revenir sur ce point très bientôt. Et ça a été euh, une ouverture à la capacité de connaissance qu'avait le chien loup qui, à travers son flair, connaissait le chemin, euh, savait exactement où aller. Et à partir de là, il a été très facile de proposer à la rêveuse. Mais alors, ce chien loup, où est-ce qu'il t'emmène? Ah ben, il m'emmène au sommet de la montagne. Et qu'est-ce qu'il y a au sommet de la montagne? Ben, au sommet de la montagne, il y a une vision large, une vision très large. Voilà comment, en quelques mots, dans les rêves d'une personne d'aujourd'hui, occidentale, travail analytique du rêve, comment on peut rétablir le contact avec la dimension imaginale. Ce qui m'amène à terminer cette première partie de la conférence en vous parlant de la misère de la psychologie. Au fond, on pourrait parler aussi de psychologie de la misère, parce que c'est une psychologie d'un espace mental qui est tellement restreint qu'il est misérable bien souvent. Mais il y a une misère de la psychologie euh, qui nous enferme dans un modèle restreint de l'existence, de l'être humain, de la conscience. En fait, nous sommes passés de l'âme à la psyché en réduisant la psyché, ce qui était le terme originel pour âme et qui signifiait souffle, à la taille de notre petit ego, de notre petit mental. La notion de psyché qu'aujourd'hui, des processus, l'ensemble des processus conscients et inconscients propres à chaque individu, en grec, c'était la psyché, c'était un souffle de vie. Et ce souffle de vie, il était symbolisé par un papillon pour montrer sa légèreté, son côté chatoyant et l'incapacité qu'on avait de l'attraper sans le tuer, d'une certaine façon. On peut, pour terminer encore une fois cette première partie, interroger
l'utilité du concept d'inconscient. Il nous a été très utile jusqu'à maintenant. Mais c'est comme n'importe quoi, il faut en connaître les limites. Et il faut savoir s'en servir. Parce qu'un couteau, si on s'en sert en le tenant par la lame et le côté tranchant, peut nous blesser. C'est pareil avec le concept d'inconscient. Originellement, l'inconscient, c'est simplement ce dont nous ne sommes pas conscients. C'est Freud et Jung sont parfaitement tombés d'accord sur le fait que c'était un concept limite pour désigner le fait qu'il y avait quelque chose qui intervenait dans la vie psychique qui était hors de notre champ conscient et qu'il fallait pour ça, était impossible de dire ce que c'était et qu'il fallait pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait, étudier les rejetons de l'inconscient, les rêves, les lapsus, tout ce genre de choses. Mais depuis, l'inconscient a été réifié, c'est-à-dire qu'il a été chosifié, on en a fait une chose. D'ailleurs, on lui prête une réalité, on lui dit l'inconscient a fait ceci, l'inconscient a dit cela, l'inconscient veut cela. On oublie que, en fait, inconscient, c'était essentiellement un adjectif qu'on appliquait pour dire qu'il y avait un contenu psychique inconscient, hors du champ de notre conscience. Et qu'on ne peut pas définir l'inconscient comme une chose. C'est une aberration. On projette un concept de chose sur cet inconscient. Euh, D'ailleurs, je suggère un koan à tous les méditants qui sont ici. Quelle serait la différence qu'il peut y avoir entre j'ai fait inconsciemment ceci et l'inconscient a fait cela? Hmm. Il y a juste une trappe au milieu, le jeu a disparu. Et du coup, d'ailleurs, la responsabilité, éventuellement, a disparu. C'est pas moi, c'est l'inconscient. On pourrait dire aussi que le jeu s'est projeté dans l'inconscient, le moi s'est projeté dans l'inconscient tout en escamotant sa responsabilité, en se réifiant. Pour les peuples premiers, le couple conscient-inconscient n'est pas utile. Eux, ils fonctionnent depuis très longtemps, bien avant Freud, avec la notion de connu et d'inconnu. Et l'inconnu, en fait, euh, ça renvoie au mystère. Et le mystère, il est considéré comme vivant. Et ils sont en relation avec le mystère. C'est ce qui compte. Ce qui compte pour eux, c'est que le mystère est quelque chose avec lequel on peut être en relation. Du coup, on peut aussi élargir notre concept d'inconscient à la notion de l'invisible. Et ça, j'aime beaucoup jouer à ça dans mes ateliers. Quand j'ai une dizaine de personnes assises sur une chaise devant moi, je leur demande d'envisager ce que ça voudrait dire de passer de l'inconscient à l'invisible. Et c'est assez marrant comment tout le monde a tendance à tenir tout d'un coup sa chaise en se disant, oups, il y a quelque chose qui pourrait me retirer la chaise que j'ai sous les fesses. Et oui, c'est ça. L'invisible, ça nous environne. Ça n'est plus maîtrisable, ça n'est plus juste dans notre tête. Justement, on met l'inconscient dans nos têtes et ça pose un dernier problème, c'est le problème de l'accès à l'intériorité. Parce que du coup, nous restreignons la notion du dedans à ce qui est dans notre tête. Là où le dedans serait une ouverture vers un monde bien plus vaste. En fait, à chaque fois que nous disons ça, ce sont des parties de moi, nous disons bien ce que nous disons. Nous réduisons des éléments de notre psyché à être des éléments du moi, des parties de moi. Nous en faisons des petits éléments de notre ego, faisant partie de notre personnalité. Or, le travail avec le rêve nous met en contact avec des éléments qui vont bien au-delà du moi et qui sont accessibles par l'œil du dedans, mais qui réclament d'écarter l'ego, d'écarter cette conception restreinte. Et d'où ça implique l'idée que ce n'est pas ces choses-là qui sont choses, ces êtres-là qui sont en nous, mais nous qui sommes dans ces êtres, qui sommes influencés par la présence de certains archétypes. J'en ai déjà parlé la dernière fois, j'ai parlé de l'écoute intérieure du. D'ailleurs, euh, toutes les traditions mystiques nous rappellent qu'il y a un paradoxe qui veut que le soi soit en nous, comme le germe le plus microscopique
de la conscience et qu'en même temps nous soyons dans le soi et que pour appréhender des réalités aussi paradoxales et profondes, ben justement, il faut en passer par les fourches codines du paradoxe, par le fait qu'on ne pourra pas dire c'est ici ou c'est là, mais qu'il faudra accepter que ça puisse être aux deux endroits en même temps, dans le paradoxe. Alors, vous aurez compris que notre but, en recherchant la mesure dans laquelle le rêve peut être une voie d'accès vers le monde imaginal, dont je vais parler après la pause, c'est de redonner à la psyché son statut d'âme. En leur donnant son statut d'âme, on pourrait lui redonner sa capacité, voilà, je vais employer un gros mot, euh, sa capacité d'envisager le transcendant, sa capacité d'envisager le divin, la mesure dans laquelle l'âme était capable de Dieu, capax Dei, capable de voir le mystère. C'est aussi une façon de redonner, pour reprendre les mots de Robert Moss, de lui redonner des ailes. C'est Robert Moss qui avait écrit dans un de ses livres que l'imagination euh, rappelle à l'âme qu'elle a des ailes. C'est ce à quoi je vais employer dans la deuxième partie en vous parlant de l'imagination créatrice et de comment, à partir de tous les éléments que je vous ai donnés là, euh, cette imagination créatrice appliquée au rêve nous reconduit au mundus imaginalis, alam al mital, le monde imaginal. Voilà, donc on va prendre une pause de 4 minutes environ, qui va me donner le temps de rafraîchir un petit peu le gosier, et puis je vous retrouve, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, je reprends donc après la pause pour cette deuxième partie de la conférence. Et maintenant, la première partie servait à mettre la table. Maintenant, on va passer au plat principal qui est ce fameux monde imaginal. Parce que à partir du moment où on a le projet, comme je vous disais, de redonner à la psyché son statut d'âme, euh, capable d'envisager le mystère vivant, à partir du moment où on se donne comme objectif de retrouver l'âme, eh bien, on retrouve le monde de l'âme. Ce fameux monde intermédiaire entre le monde de l'esprit, le monde pur, de pure intelligence, le monde des idées platoniciennes, on pourrait dire, et le monde sensible, le monde du corps, le monde euh, matériel que nous connaissons. Ce monde, il est connu de toute antiquité, mais en particulier très bien par les philosophes du Moyen Âge, que ce soit les philosophes chrétiens ou les philosophes dans le monde musulman, arabe. Il est désigné comme le mundus imaginalis, ou le halam al-mital, ce qui veut dire le monde des images. Et encore une fois, donc, c'est un monde médian, médiateur entre ciel et terre. C'est le monde qui fait la liaison entre la terre sur laquelle nous vivons, dans laquelle nous vivons, du point de vue ontologique, et le ciel. C'est le lieu où s'opère traditionnellement le contact entre l'être humain et le divin, entre Dieu et l'homme. Et c'est l'espace où ceux qui ont perdu leur orient, on peut dire, peuvent être réorientés par le contact avec leur ange, leur double de lumière. Ce qu'en termes jungiens, on verra peut-être qu'on peut appeler le soi. Mais en tout cas, l'ange est un peu la figure par excellence du monde intermédiaire, par le fait que l'ange est le messager du ciel. Et celui qui, vous savez que ange, ça vient du grec agélos, ce qui voulait dire messager. L'ange est cette figure qui voyage entre ciel et terre pour amener les messages du ciel sur terre, mais aussi pour rapporter au ciel qu'est-ce qui se passe sur terre. Alors, avec ce qu'on a parcouru tout à l'heure dans le domaine de l'anthropologie, je crois, j'espère avoir pu faire sentir la nécessité d'une anthropologie du rêve. Il y aurait vraiment une discipline à développer spécifiquement, l'anthropologie du rêve. Il y a certainement une phénoménologie du rêve aussi qui réclame d'être développée en tant que vraiment une discipline philosophique,
attaché au rêve. Phénoménologie, ça implique l'idée, je reviens à ça, de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence, le manifesté, de retrouver, dit-on, quand on part vers la définition originelle de la phénoménologie, justement, de retrouver la lumière originelle qui se cache dans l'ombre du phénomène, dans le non manifesté. C'est-à-dire que dans le phénomène, c'est toujours ce qui est apparent, et cet apparent, à la fois dévoile, montre, manifeste quelque chose et le cache. Euh, Henri Corbin, justement, écrivait que quelque chose se montre dans le phénomène et ne peut s'y montrer qu'en se cachant. Le phénoménon, c'est l'apparent, l'extérieur, l'ésotérique, l'exotérique, ce qu'il appelle aussi dans le zahir. Ce qui se montre dans ce zahir, tout en s'y cachant, c'est le batin, c'est l'intérieur, c'est l'ésotérique. Il y a toujours ce rapport dans le phénomène entre ce qui est visible et ce qui est caché, ce qui est montré, ce qui est manifeste et ce qui est en arrière. Euh, et la phénoménologie invite à rentrer en relation avec le phénomène en faisant confiance au fait que le phénomène montre autant qu'il cache et cherche. Plus on le connaît, plus on rentre en relation avec lui, plus il y a une voie d'accès à ce qu'il dissimule en arrière de lui. Mais ça réclame une recherche, ça réclame, on pourrait presque dire, une discipline. Cette recherche, ce n'est pas une abstraction. Au contraire de Freud avec son manifeste et son latent, il ne s'agit pas d'établir une théorie de ce qui est en arrière du phénomène. Il s'agit, encore une fois, j'insiste sur ce mot, d'établir une relation avec le phénomène. Parce que pour la phénoménologie, c'est la conscience que nous avons du phénomène qui contient tous les éléments dont nous avons besoin si nous l'approfondissons et si nous allons jusqu'au fond de ce que cette conscience nous dit et du sens que prend le phénomène pour nous. C'est à travers cette conscience et ce sens qu'on trouvera le chemin vers l'intériorité du phénomène. Cette relation vivante, c'est ce qu'on appelle une herméneutique, c'est-à-dire c'est un art de l'interprétation du phénomène qui est requis. Et c'est là que ça rejoint un concept qui était très cher à Henri Corbin. Henri Corbin parlait du zahir, dont j'ai mentionné tout à l'heure, et du batin, l'extérieur et l'intérieur. Et ce qui permettait de faire le lien entre le zahir et le batin, c'était ce qu'il appelait le tawil. Le tawil, c'est cet art d'interroger, alors au départ, le texte sacré du Coran pour en déceler les sens cachés. Mais en fait, les mystiques soufis, en particulier, se sont mis à interroger tous les phénomènes du monde sensible en disant, mais tous ces phénomènes sont en fait des théophanies. L'expression de théophanie, c'est-à-dire l'expression d'aspects du divin qui se manifestent dans les phénomènes et qu'il nous faut observer comme étant symbolique de quelque chose qui est caché derrière les apparences. Alors, le tawil, Henri Corbin, la définition qu'il en donne, qui est en fait la définition étymologique, on pourrait dire, consiste à ramener quelque chose à sa source. C'est ramener le phénomène à l'archétype dont le phénomène est une manifestation. On pourrait dire aussi, dans notre langage psychologique, qu'il s'agit de passer du symbole au symbolisé. Mais encore une fois, pas par une analyse intellectuelle, mais par une relation. C'est-à-dire qu'en étant en relation avec la dimension vivante du symbole, on rentre en fait en relation avec la vie qui rend le symbole vivant et qui est en arrière du symbole, qui se manifeste à travers le symbole tout en se cachant à travers le symbole. Et si on en croit les textes mystiques, ça ne se cache pas simplement pour le plaisir de se cacher, ça se cache aussi pour, d'une certaine façon, nous protéger la vue. C'est un peu la façon dont il est dit dans les textes bibliques que nul n'a vu Dieu sans être brûlé.
il y aurait des réalités qu'on ne peut pas contempler avant d'avoir affiné notre vision jusqu'à un moment où on peut les voir. Donc le symbole, le ZA, est là pour nous... curieux, bruit curieux que j'ai entendu là. Euh, le Zahir est là pour nous protéger de éventuellement du côté trop lumineux, trop brûlant du batin. Cette notion de batin, quand on la reprend, par exemple, dans la lecture du Coran qu'ont donné les soufis, il faut savoir que les soufis, Shams de Tabriz parle de ça, considérait qu'il y avait 4 niveaux de lecture du Coran. Le niveau de surface, que tout le monde peut lire, l'intérieur, qui est comme l'ésotérique, le batin, et puis l'intérieur de l'intérieur, qui réclame encore une méditation plus profonde, et finalement l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Et pour eux, cet exercice du tawil, de remonter à la source du texte révélé, consistait aussi à devenir d'une certaine façon le Coran. Leur injonction était de lire le texte comme s'il était révélé à nos propres yeux et non pas comme s'il a été révélé il y a un certain nombre de siècles, auquel cas il reste lettre morte. Donc il s'agit vraiment de rentrer dans une relation vivante avec le texte. Encore une fois, c'est ce qui a été dit à propos du Coran, qu'on pourrait appliquer aussi à la Bible ou à n'importe quel texte sacré, qu'on peut appliquer au rêve, qu'on peut appliquer au monde sensible. Opérer un tawil, c'est remonter à la source archétypale des choses et c'est une méditation profonde. Dans le dialogue entre Jung et Corbin à Ascona, certain que cette question de l'âme vs l'inconscient a été au centre de leur discussion, l'ange et le soi. Et je vous disais au début de mon exposé que je suis particulièrement reconnaissant au docteur Alexandre Hamadi, qui a proposé dans son article, dans sa conférence, un dialogue quelque part d'approche de Jung et de Corbin, dans lequel Dr Hamadi est un analyste jungien, visiblement tout à fait féru en même temps de Corbin, et il nous invite à écouter l'inconscient, à observer ses manifestations, à les interpréter, chercher à les comprendre pour évoluer. Mais tout de suite, il donne une perspective bien plus large que ce que la psychologie dirait simplement de ça. Il nous dit qu'il s'agit de faire un tawil vers l'âme, en l'âme, avec l'âme. En ça, il se fait l'écho du langage qu'avaient les soufis, qui nous parlaient de voyager vers Dieu, en Dieu, avec Dieu. L'idée étant que l'âme est une destination, mais qu'en même temps, elle trace le chemin du voyage et que finalement, nous n'arriverions pas à faire ce voyage sans le support de l'âme. Donc, nous voyageons vers l'âme, en l'âme, avec l'âme. Et je trouve cette formulation particulièrement intéressante, riche de sens pour nous, parce que je crois que nous sommes purement et simplement incapables de Dieu. En fait, la question se pose purement et simplement pas pour la plupart d'entre nous. La question collectivement au moins n'est plus Dieu existe-t-il, mais est-ce qu'on a encore une âme? C'est vraiment la question qui se pose à ce point-ci de notre 21e siècle. Ce qui est, encore une fois, je l'ai un peu mentionné rapidement tout à l'heure, un juste retour des choses, après avoir nié aux femmes, aux pingouins, un petit clin d'œil à Anatole France, aux animaux, à la nature tout entière, toute dimension d'âme. Il est logique qu'à partir d'un certain point, nous-mêmes, nous n'ayons plus d'âme. Aujourd'hui, il n'est même pas besoin d'envisager que Terminator sorte des studios d'Hollywood pour constater qu'on est dans un monde dominé par la machine et que nous sommes amenés par mimétisme à devenir nous aussi des machines qui tout au plus des éléments statistiques et cet affreux aboutissement de l'évolution humaine qu'on appelle Homo economicus
dont Corbin a dit assez durement que c'est une machine imbécile à produire et à consommer. C'est à ça que nous cherchons à répondre, au fond, en nous intéressant à l'âme. C'est ce besoin-là qu'on ressent en appelant l'âme. On pourrait dire encore qu'après la mort de Dieu, qui était prophétisée par Nietzsche, ben, il est normal d'en arriver, dit Alexandre Hamadi, à la mort du monde créé par Dieu et à la mort de l'âme. Il est particulièrement dur dans l'introduction de sa conférence en nous signalant que nous ne sommes pas simplement à l'âge de fer, nous sommes vraisemblablement à l'âge de plastique. Vraisemblablement à l'âge de... Ah, un peu d'écho. L'âge de plastique, c'est-à-dire l'âge d'une méthode, d'une matière complètement opaque, qui ne laisse plus passer la lumière, qui ne se décompose plus, qui ne vibre absolument plus, n'est plus du tout vivante. Donc, l'enjeu posé par des penseurs comme le docteur Hamadi, et avant lui Jung et Corbin, qui les a énormément préoccupés, c'est de sauver l'âme, de retrouver le sacré, de retrouver la verticalité, pour régénérer le temps qui s'épuise, on pourrait dire. Corbin avait ce mot assez radical, il disait hérétique de toutes les religions, unissez-vous. Paraphrasait Marx en appelant à une grande révolte de la spiritualité. Et ça m'amène d'ailleurs à interroger la mesure dans laquelle les Jungiens pourraient être un petit peu les soufis de la psychologie occidentale. Mais je laisserai cette question ouverte. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, de mon point de vue, il ne s'agit pas simplement de sauver l'âme, parce que je crois que l'âme a quelque chose d'inaltérable. C'est notre relation à l'âme, bien sûr, que nous cherchons à sauver à travers ça. Et c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés par l'âme. Peut-être qu'il s'agit de donner une chance à l'âme de nous indiquer une direction viable pour l'avenir sur cette planète et dans la relation avec la nature, face à l'effondrement qui menace, face à la barbarie qui semble vouloir tout emporter. La clé de notre survie, si ce n'est d'une bonne vie pour les générations futures, pourrait être dans le fait d'interroger le non-humain, tout ce qui sort de notre cadre référence mental, de sortir du connu. En d'autres termes, il s'agirait de retrouver un accès à la lumière naturelle, ce que Paracels, qui a beaucoup intéressé Jung, appelait la lumen naturae. Lumière naturelle qui est à l'intérieur et qui éclaire quand enfin on accepte de plonger dans l'obscurité. C'est dans le alam al-mital, c'est dans le monde des images, en le considérant comme réel, qu'on a une chance d'avoir des éléments de réponse aux interrogations les plus lancinantes de notre époque, des pistes pour envisager les contours de la Terre de demain. Et en même temps, le alam al-mital est le lieu où vivent des interrogations que les hommes se sont toujours posées et dont nous sommes simplement dans une réinterprétation. C'est ce lieu où les animaux parlent, peuvent nous enseigner. C'est ce lieu où les rochers pleurent la perte du jardin avec nous. C'est ce lieu où les arbres nous enseignent la verticalité, l'enracinement et l'immobilité souple devant la tempête. C'est là où les anges se rapprochent de nous pour nous souffler la joie qui gonfle les voiles, l'inspiration créatrice dont nous avons besoin. Dans le Alam al-Mital, même les démons peuvent nous enseigner quelque chose. Ils ont probablement quelque chose à apprendre parce qu'ils savent fort bien qu'il n'y a aucune voie hors de l'enfer, si ce n'est par le haut. Hamadi nous dit que ce monde de l'âme, on ne peut l'expérimenter que de façon magique, avec toute la richesse étymologique que nous pouvons donner à ce mot. Et c'est un monde visionnaire dans lequel se rencontrent tous les dieux, les démons de l'humanité, les djinns, les fées, les anges. C'est l'inconscient collectif de Jung, mais c'est aussi le monde des récits visionnaires des mystiques, des prophètes, étudiés par Corbin. Et justement, le mundus imaginalis ne peut se rencontrer ni par la science, ni par la philosophie, ni par la psychologie, ni par aucun des moyens rationnels par lesquels on voudrait le saisir. Il peut se rencontrer qu'avec enthousiasme, par enthousiasme, c'est-à-dire un théos, avec l'aspiration du plus grand à l'intérieur.
Pour y accéder, il faut éviter deux écueils que nous connaissons bien. Euh, D'une part, on a la réduction, quelque part, euh, de tout ce qui nous échappe à quelque chose d'explicable par la psychologie, par la rationalité. Ce serait donc le piège de l'anthropomorphisme, la réduction anthropomorphique de l'âme à quelque chose de manipulable mentalement, quelque chose dont on peut faire un objet de la compréhension et que je crois qu'une fois qu'on en a parlé, on a compris ce que ça voulait dire, on pouvait passer à autre chose. C'est un des dangers du jungisme, par exemple. Prendre Jung et prendre les recherches de Jung, et pour paraphraser le titre de mes livres, tout ce qui a été feu et vent dans la vie de Jung, et le mettre dans des théories mortes pour enfermer les rêves, pour enfermer les manifestations de l'âme, c'est du jungisme et c'est faire quelque chose de terrible à Jung et à l'âme. C'est transformer ça en une absurdité manipulable. Donc, il faut toujours nous garder de ce piège, quelque part, de l'anthropomorphisme, de la réduction anthropomorphique. Et il y a un indice qui est très simple. Dès qu'on commence à dire ce n'est que, dès qu'on commence à résumer quelque chose qui peut se déployer dans toute une richesse chatoyante d'aspects, à ce n'est que mauvaise digestion, ce n'est qu'une frustration sexuelle qui remonte, ce n'est qu'une envie de pénis, on n'arrive nulle part. Ce n'est que est l'indicateur, ça devrait être l'équivalent de la clochette d'alarme, vous savez, la sonnette du serpent à sonnette qui nous signale attention, tu t'apprêtes à marcher sur quelque chose d'extrêmement dangereux qui pourrait tuer l'âme. Ce n'est que. Et en fait, à partir du moment où on commence à être satisfait intellectuellement parce qu'on a été capable de dire oh, ben j'ai compris, c'est ça finalement, ce rêve, ce n'est que cette satisfaction intellectuelle est le meilleur indice, quelque part, de ce qu'on est en train de se fourvoyer. Le piège extrême, exactement inverse est tout aussi redoutable. Et c'est ce piège dans lequel on prendrait des vessies pour des lanternes et que on assimile les images du Alamal-Mittal à des choses objectives qu'on peut manipuler comme nous manipulons notre couteau, notre fourchette et nos assiettes dans le monde ordinaire. C'est ce qu'on appelle le piège de l'idolâtrie métaphysique. C'est le moment où il n'y a plus de distance entre le monde rationnel dans lequel nous vivons, dans la dimension ordinaire, et la dimension transrationnelle. À partir du moment où on perd cette mesure-là, on tombe dans une forme d'identification aux objets spirituels qui fait qu'on perd notre position d'humain en relation avec ces dimensions spirituelles. En fait, à travers ça, on rentre dans un espace où ces dimensions spirituelles sont tellement énormes, sont envisagées comme tellement grandes et nous conférant une telle vérité absolue que nous sommes seuls à connaître et qu'on va expliquer au reste du monde, qu'on en est complètement écrasé, amenuisé. Et bien généralement, le moi vole en éclats, le vase est brisé et l'œuvre alchimique est perdue. Les psychologues, dans ce sens-là, ont raison de prévenir qu'il y a toujours un danger dans la mystique de délire, si on n'y prend pas garde, et qu'il s'agit d'une expérience subjective qui, si tout se passe bien, conduit à l'inspiration créatrice. Si tout se passe mal, peut aussi conduire à l'envahissement par l'inconscient, qu'il ne faut absolument pas considérer comme un gentil bisounours qui vient simplement nous rendre visite. Il vient nous tester et si nous ne sommes pas capables de lui répondre en étant ancrés dans notre réalité ordinaire, il peut tout à fait nous envahir. Donc il y a vraiment à être capable de rester entre ces deux, la fermeture
rationnelle de la réduction anthropomorphique d'un côté, et l'autre attitude qui consisterait à démolir toute porte et fenêtre, et même abattre les murs de la maison et se retrouver juste exposé au grand vent, on s'en sort pas mieux. Il faut vraiment être capable de rester bien ancré dans notre réalité pour composer avec la dimension transpersonnelle. D'où d'ailleurs l'intérêt quand on travaille avec les rêves, je l'ai souligné lors de ma dernière conférence, de toujours très bien délimiter les espaces, et en tout cas avec les personnes qui n'ont pas encore une grande expérience de l'écoute intérieure, d'avoir des sas d'entrée et des sas de sortie, de définir des espaces symboliques clairement délimités, d'être capable de dire, voilà, là on rentre dans l'espace de relation avec les images, là on rentre dans le halamal mital, maintenant on en ressort. Et de toujours vérifier comment ça se passe au niveau du corps, parce que c'est le corps finalement qui va être capable d'aider à réintégrer l'âme qui a voyagé dans le halamal mital. Dans les deux cas, que ce soit l'anthropomorphisme, la réduction anthropomorphique, ou que ce soit l'idolâtrie métaphysique, on est en fait à chaque fois dans la scission entre le monde spirituel et le monde matériel. À chaque fois, on est en fait dans la négation d'un des deux mondes. Soit on nie complètement par la réduction, on nie complètement la dimension spirituelle, soit on nie complètement la dimension matérielle par l'idolâtrie métaphysique. Or, notre travail reste toujours de faire le lien, et c'est à ça que sert la relation avec le rêve, c'est à ça que sert la relation avec les images. On pourrait dire que cette scission est la maladie de notre époque, à savoir que justement le ciel et la terre divergent. Vous n'avez qu'à regarder dans le Viking comment il commente ce qui se passe dans l'hexagramme, si je ne me trompe, 12 de la divergence du ciel et de la terre, c'est la stagnation. Et c'est un moment où, voilà, c'est extrêmement grave parce que tout le mouvement de vie est arrêté. La qualité une du monde, à travers ces polarités de ciel et terre, la qualité de unus mundus est perdue, et on se trouve avec un aspect qui prend toute la place et l'autre qui est tout simplement rejeté dans l'inconscience. Dans notre civilisation, c'est particulièrement vrai avec le fait qu'on a troqué le symbole pour le signe et qu'on a remplacé les images vivantes, les images imaginales, les images mythiques, par les images des vidéos, des films. Donc, on est gavé d'images, mais on est gavé d'images qui n'ont que rarement une portée qui nous connecte à l'intérieur. Dès lors, on retrouve la nécessité de passer de la psyché à l'âme en liant en fait le psychologique au spirituel, sans tomber dans les deux extrêmes. Donc, il s'agit en fait de maintenir une position qui est celle de la voie du milieu, complètement en ouverture, utiliser le psychologique, toujours, qui est extrêmement utile et qui nous aide à nous ancrer, qui aide à vérifier qu'on est bien sur Terre, tout en étant capable d'ouvrir les portes et les fenêtres pour laisser entrer qui veut entrer en relation. À partir de là, on se rend compte que le monde imaginal dont on parlait n'est pas simplement un troisième monde entre les deux autres. En fait, c'est le ciment qui les... C'est le lieu où ils s'embrassent, nous dit Hamadi. C'est le lieu où les esprits se corporalisent et où les corps se spiritualisent. En fait, c'est le lieu du mouvement et de la rencontre entre le ciel et la terre, qui ressemble beaucoup à ce que Jung décrivait comme étant la dimension psychoïde du réel. Et pour Jung, cette dimension psychoïde était celle qui tenait de la substance même de l'archétype et qui formait l'unité sous-jacente derrière la dualité entre le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. J'ajouterais, j'insisterais que dans ce monde des images, ce qui est vraiment passionnant et fascinant, c'est que
rien n'est fixe, tout est toujours en mouvement. Et c'est précisément ce mouvement qui signale la circulation entre deux polarités, le ciel et la terre, le haut et le bas. C'est parce que ça circule quelque part que ça relie. Et tout notre art à voyager dans le Halam al-Nital en interrogeant les images de rêve consiste à être complètement dans la fluidité, à accepter l'imprévu. On interroge une image de rêve, on lui dit qu'est-ce que tu es toi? Et on est très surpris de sa réponse. Très généralement, c'est pas ce à quoi on s'attend. Et au lieu de chercher à la ramener à ce à quoi on se serait attendu, à ce que la théorie psychologique nous dirait, eh bien, on va avec ce qu'elle nous propose. On accompagne la dynamique propre de l'image, parce que chaque image renferme sa dynamique propre, son propre mouvement, et nous emmène quelque part. Donc, on pourrait dire que le vrai Tawil, le Tawil de l'âme, est là dans un face-à-face que Alexandre Hamadi décrit comme même un face-à-face érotique, au sens de la présence de l'éros qui est là, qui relie. Alors, face-à-face érotique avec le texte sacré, face-à-face érotique avec les phénomènes du monde, face-à-face érotique avec les images du rêve. On se met en face et on rentre en relation en considérant que c'est réel et que ça veut nous dire quelque chose et que ça veut nous emmener quelque part, que ça veut nous faire voir quelque chose, que ça veut nous apprendre quelque chose. Les personnes qui ont pratiqué l'imagination active avec les rêves sont souvent très surprises de la richesse des informations qui en ressortent et plusieurs fois j'entends des choses, alors je n'aurais jamais cru qu'il y avait ça dans ce rêve. C'est déjà ce qui peut ressortir d'une bonne interprétation de rêve, mais avec l'écoute intérieure, euh, c'est très surprenant et ça vient changer notre ressenti, notre énergie. Je repense à la rêveuse qui avait rencontré le chien loup et à qui à la fin j'ai demandé comment tu te sens maintenant. Alors il m'a dit ah mais là maintenant je suis tout à fait apaisé, comme si le contact avec le chien loup avait modifié sa perception même de la relation à la réalité immédiatement. Dans ce face-à-face, c'est l'imagination active, c'est l'imagination créatrice, ce que les alchimistes appelaient l'imagination vera, qui est l'instrument. Elle donne vie aux images, mais encore une fois, en fait, c'est pas tant qu'elle leur donne vie, c'est qu'elle leur reconnaît vie et qu'elle leur ouvre la porte pour qu'elles puissent nous parler de l'intérieur. C'est ça qui est difficile pour nous, qui avons tendance à croire que les images, n'est-ce pas, c'est juste nos projections mentales. C'est d'accepter que cela est autonome, cela est vivant, cela est réel et cela cherche à nous parler en autant qu'on leur ouvre la porte. Et il s'agit alors d'ouvrir la porte à quelque chose qui est autre que ce qu'on croit, autre que toutes les catégories de notre connu. C'est là qu'on retrouve le fait que le rêve est toujours l'expression de quelque chose qui est inconscient et qui veut devenir conscient, qui est inconnu et qui veut être connu. Ce face-à-face, on le vit aussi en analyse, nous dit Alexandre Hamadi, et ça c'est intéressant ce qu'il signale là, parce qu'il dit que dans l'analyse, au fond, l'analysant et l'analyste se confrontent dans un face-à-face, se rencontrent dans un face-à-face, et se confrontent avec un tiers qui est la présence du soi, qui émerge de la relation entre l'analysant et l'analyste. C'est en tout cas ce qui devrait toujours se passer en analyse, dans lequel on n'applique pas une recette jungienne avec le patient. On n'est pas là pour appliquer un dogme, pour suivre un dogme psychanalytique, en particulier dans l'analyse des rêves, mais on est dans un face-à-face psyché à psyché, psyché avec psyché. Et encore une fois, à ce moment-là, ce n'est pas l'interprétation qui compte, mais la relation. L'important étant de se trouver en relation pour interpréter et
Dans cette relation, nous dit Alexandre Hamadi, qui est bien plus que seulement thérapeutique, pourra apparaître alchimiquement le soi, qui est le véritable guide. Et il nous dit, on pourrait penser alors que la relation thérapeutique, le champ entre l'analysant et l'analyste, ouvre un accès au monde imaginal. Ce que je commente pour ma part en disant qu'on peut le dire en effet, mais à la condition que l'analyste s'efface, pour que s'établisse en fait, au-delà de la relation de l'analysant à l'analyste, une relation directe à ce qui est dans l'image. C'est précisément là que l'interprétation par l'analyste peut faire obstacle s'il a des présupposés réducteurs. Par contre, si l'analyste peut s'effacer en se faisant simplement l'intermédiaire pour que s'établisse une relation directe entre le rêveur et l'image, ce qui s'exprime dans l'image, ce qu'on rencontre par l'imagination créatrice, alors l'analyste a simplement pour fonction de créer un cadre sécurisant, ce qu'on pourrait appeler un athanor, un contenant hermétique, un athanor alchimique, pour permettre la rencontre, qui a besoin d'être contenu dans un espace bien délimité pour pouvoir se dérouler en toute sécurité. Le reste, disait ma compagne il y a quelques jours quand je lui partageais quelques idées autour de cette conférence, elle disait, le reste, parlant d'une imagination active qu'elle avait elle-même accompagnée, c'est une danse avec l'inconnu. On ne peut pas en dire grand-chose. Parce qu'en fait, c'est ça, on ouvre la porte à l'inconnu, on ouvre la porte au mystère, et le mystère se met à danser. Et on danse avec lui. Et tout l'art est dans la fluidité de la danse. Et vous savez, pour bien danser, et je sais que je suis pas un très bon danseur dans la réalité, ben, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut rester bien ancré. Il faut suivre le rythme. Il faut suivre le mouvement. C'est toute la fluidité. Pour ouvrir vers la conclusion toute proche de mon exposé, je raconterai une histoire. Euh, un jour, dans un de mes stages, un stagiaire qui était là est venu en nous expliquant qu'une pierre lui avait parlé. Ah, des fois, l'imaginal, on pourrait dire, se rencontre très directement. Il n'y a même pas besoin d'aller dans le rêve. Cette pierre lui a donné un enseignement qui mérite vraiment d'être rapporté, hein, parce que vraiment, il éclaire exactement comment entrer en relation avec ce qu'il y a derrière les images. Cet enseignement, pour ce que je m'en souviens, je peut-être un peu déformé les choses, il tenait dans simplement l'idée qu'il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a rien qui soit inconscient en soi. Il y a seulement une conscience bien plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer, une supraconscience bien plus grande à laquelle nous résistons. Nous résistons de toutes nos forces. Nous résistons de toutes nos forces. Ce qu'on peut comprendre, ça c'est mon commentaire personnel, par le fait que si on est en contact avec cette toute conscience, cette pleine conscience, notre moi, notre sentiment d'identité bien défini, bien délimité, disparaîtrait instantanément. Or, bah, c'est agréable dans le temps de continuer à jouer, à être quelqu'un, à être moi. C'est ça le jeu aussi. C'est pour ça qu'il y a une relation avec le Alam al-Mital. C'est pour ça qu'on a besoin d'un moi pour rencontrer le soi. C'est pour ça que la danse s'opère entre ces deux. Ce qui nous Moi, ramène à ce que disait ma rêveuse, la rêveuse du rêve de l'ange. Quand je l'ai interrogée à propos de son rêve, euh, elle est venue dans le rêve, elle a voyagé avec lui, elle a voyagé avec l'ange et à un moment elle m'a dit, mais tu sais, en fait, il était déjà rentré dans mon lit en venant dans mon rêve. Il était rentré à sa façon. Et en fait, il est venu me voir, mais parce que c'est lui qui m'a invité à le suivre dans son espace, dans la lumière. Et tu sais,
finalement, en y étant allé, ben, c'est vachement chouette, hein, parce que la lumière, c'est comme l'âme qui fait l'amour. C'est, c'est aussi extatique que de faire l'amour dans un lit, mais à un autre endroit. Donc, ce sera mon mot de conclusion pour vous inviter à ouvrir la porte aux anges et à rentrer en dialogue avec eux. Ça semble être vraiment très, très chouette. Je vais vous partager, vous envoyer par message le texte enfin l'adresse du, de l'article d'Alexandre Hamadi que je vous invite vraiment à aller lire, euh, qui se trouve en particulier sur le site psychanalyse.com, mais qu'on peut trouver donc en cherchant monde imaginal, monde de l'inconscient. Et il reste une dizaine de minutes pendant lesquelles je suis tout à fait ouvert à vos questions, s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, je vais considérer que j'ai fait mon boulot. C'est que finalement, votre mental est suffisamment gavé d'informations pour qu'il n'y en ait pas besoin de plus. Et merci, merci, merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement alors.